Air Calédonie annonce la reprise de rotation vers l'ensemble des îles, chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de ce mercredi. Pour Lifou et Maré, les passagers doivent s'acquitter d'une formalité supplémentaire. Les 2 premières destinations qui ont été ouvertes ont été l'île des Pins et Ouvéa. Et donc, les protocoles sanitaires ont été ceux de la Nouvelle-Calédonie et rien de plus. Depuis la semaine dernière, avec Lifou et Maré aujourd'hui, là, les exigences sanitaires, on va dire plutôt des autorités coutumières, c'est qu'ils exigent qu'il y ait des tests de moins de 72 heures pour tous les passagers. Et non pas, on ne se contente pas d'avoir la vaccination, donc les 2 doses, le certificat de rétablissement. C'est des contraintes qu'on va simplement intégrer dans nos procédures de fonctionnement et notamment d'embarquement. Nous, on va dire les répercussions chez nous, ça va être plutôt les temps d'escale qui vont être légèrement prolongés. Le coût du test antigénique est pour l'instant intégralement supporté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et ce, au moins jusqu'à la fin du mois de novembre. À Lifou, une coordination s'est mise en place à Oué pour s'adapter aux rotations. Les mardis et jeudis, les tests sont effectués à la pharmacie, les dimanches après-midi au dispensaire de Oué. Une organisation temporaire amenée à s'adapter au planning des vols d'Air Calédonie. Les 2 premières semaines où on a commencé à opérer, les taux de remplissage ne sont pas non plus extraordinaires. Néanmoins, on considère que ça va venir petit à petit. On envisage d'ouvrir des vols quotidiens sur les 3 îles Loyauté et l'île des Pins à partir du 10 décembre. Et on devrait commencer aussi à voir si on ne peut pas opérer des vols le week-end. À défaut d'être quotidienne, cette reprise des rotations permet à la population loyaltienne de sortir de plus de 2 mois d'incertitude dans le transport entre les îles Loyauté et la Grande Terre. « 31% des Calédoniens ont déclaré avoir payé des pots de vin pour avoir accès à un service public ces 12 derniers mois. Plus de 50% ont dû faire fonctionner leur réseau de connaissances pour en profiter. Ces chiffres sont accablants, alors si elle se fait discrète, la corruption est bien réelle en Nouvelle-Calédonie. 6% des Calédoniens assurent qu'ils se sont vus proposer de l'argent, parfois à plusieurs reprises, contre leur vote lors des élections ces 5 dernières années. Des chiffres colossaux à relativiser pour Anticor. On a du mal à la mesurer. Il y a un problème de corruption comme dans beaucoup d'autres pays. Le niveau même de corruption, il y a quelques années du moins, était assez élevé. Je pense que bien sûr que le népotisme, ce qu'on appelle le népotisme, l'appel à des soutiens pour obtenir quelque chose, existe, il est partout présent. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, il est fort possible qu'avec un certain retard, il y ait encore des habitudes de ce genre. Mais je pense que ça a quand même diminué. Hein. C'est toujours de trop. Il faut l'éliminer. Une des plus grandes affaires d'achat de voix lors d'élections avait éclaté en 2016 à la mairie de Païta. Le procès en appel doit se tenir dans les prochains mois. 5 appartements allant du F2 au F4. Voici de quoi est composé le dispositif appartement relais de la province sud. Depuis son lancement, à l'issue du Grenelle des violences conjugales, le dispositif a accueilli 8 familles pour des durées allant de moins d'1 mois à 6 mois. Un dispositif qui se veut complémentaire aux autres solutions d'urgence existantes. Alors pour bénéficier d'un appartement relais, il faut formuler une demande auprès d'un travailleur social, d'une association, de la police, de la gendarmerie, exprimer un besoin. Il faut avoir des ressources puisque nous sommes complémentaires des CHRS qui s'adressent à des populations qui n'ont pas forcément de revenus. Donc c'est un dispositif complémentaire. Même s'il est demandé d'avoir des revenus pour supporter une ou l'entière partie du loyer, chaque situation est examinée au cas par cas. Puisqu'il faut avoir des revenus suffisants pour pouvoir prétendre à minima à un logement social. Donc pour une personne seule, c'est de l'ordre de 125 000 francs. Donc il y a un barème qui est consultable sur le site de la province sud. Et il n'y a pas de limite plafond non plus. On a eu une personne qui avait près de 350 000 francs de ressources. La situation est examinée au cas par cas. Concernant les revenus de la personne, la personne va payer une participation qui sera calculée comme pour l'aide au logement. On va intégrer les revenus, la composition familiale et on a une petite moulinette sortira le montant du loyer
final qui sera supporté par la personne. Et si la personne a un crédit et pour l'accession à la propriété ou pour l'acquisition d'un véhicule, à ce moment-là, ces frais seront également intégrés, puisque l'objectif, c'est bien d'aider la personne à bâtir un projet de vie après et non pas la mettre en difficulté. Donc on tient compte de ces charges. L'année prochaine, le dispositif devrait disposer d'un nouvel appartement. Et à l'avenir, la province Sud compte faire appel à d'autres bailleurs. C'est important que notre forêt, nos arbres ici en Calédonie sont riches. Parce que la richesse du pays, c'est pas que seulement le nickel. Il y a aussi notre nature, il y a aussi les hommes et les femmes de ce pays. Il y a aussi la nature, les arbres ils sont endémiques, on va le trouver qu'ici. La matinée a débuté avec des échanges sur la sensibilisation de la forêt sèche, les plantes endémiques à préserver telles que ce Pittosporum thanianum qui a longtemps disparu du paysage calédonien et a refait surface il y a 20 ans. Le but de cette journée est d'initier les jeunes, les moins jeunes mais aussi les plus grands à la préservation de l'eau et de son environnement. Mathieu est originaire de la tribu de Coindé et avait assisté à une activité du même type mise en place par le Conseil de l'eau et la Maison des jeunes de la foi. Le dernier événement auquel il a assisté portait sur le ramassage des déchets. Et du coup à la tribu je le refais à la maison et avec cette journée ça m'apporte encore un plus pour pouvoir le faire perdurer à la tribu parce que les gens ont besoin de savoir aussi. Sensibiliser la population et faire des Calédoniens des hydro-éco-citoyens, c'est l'un des objectifs du PEP, la politique de l'eau partagée portée par le gouvernement et adoptée en mars 2019 au Congrès. La politique de l'eau partagée, il y a plusieurs objectifs et parmi ces objectifs, il y a préserver la ressource et ce qu'on a fait aujourd'hui, ça contribue à préserver la ressource. Il y a la prise de conscience et de faire de tous les Calédoniens, de chaque Calédonien, un éco-citoyen. Et aujourd'hui, c'est aussi ça. Ces opérations-là, elles contribuent à l'échange, à faire prendre conscience, à transmettre des messages. Aujourd'hui, 110 arbustes ont été plantés. La revégétalisation de cette zone a débuté l'an dernier et plus de 600 plantes endémiques ont trouvé leur place tout au long de ce cri. Lors du conseil de direction, les deux actionnaires de KNS ont souligné le travail des équipes et les efforts mis en place pour atteindre les objectifs de production. En 2020, KNS a produit 17 000 tonnes de nickel. Cette année, la production devrait être plus élevée, malgré les nombreux incidents qui ont touché l'usine depuis le début d'année. Pour Tristan Straub, directeur de KNS, l'objectif des 3 000 tonnes de nickel par mois peut être atteint d'ici juin 2022, malgré un arrêt majeur du four numéro 1 prévu pour le mois de mars. Nous avons les deux fours qui fonctionnent. Donc notre objectif resterait toujours à ce stade 3 000 tonnes par mois. Et à fur et à mesure, dans l'année prochaine, on va continuer à augmenter cette capacité de production. Le directeur rappelle également que la nouvelle culture d'entreprise et le travail commun avec le conseil des experts a permis de redresser la barre, malgré une année qui a mal commencé avec de multiples pannes, des périodes de crise sanitaire et des grèves. Depuis les derniers 12 à 14 mois, nous avons changé notre façon de travailler ici à Conéambo-Nickel. Nous avons aussi travaillé avec un conseil des experts aussi pour notre système de management. Donc on était en plein déroulement de tous ces systèmes aujourd'hui, qui était un système plus rigoureux, mais aussi un système qui cherche à engager nos employés dans le résolution des problèmes qu'on fait face à quotidienne. Donc, c'est l'alignement des troupes, l'alignement de la direction vers un objectif commun et on continue de pousser dans ce sens. En vue du référendum, le directeur rappelle que l'outil industriel est au service de tous les Calédoniens et le sera après quel que soit le résultat. Aujourd'hui, 1200 personnes travaillent pour l'usine du Nord et 93% sont des emplois locaux. Il y a une semaine, la Nouvelle-Calédonie faisait la une du journal Libération, référendum d'indépendance, les désaccords de Nouméa. Dans l'article de plusieurs pages, après avoir rappelé l'histoire des accords en Nouvelle-Calédonie et la période instable des événements, on reprend les termes du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui indiquait que ce n'est pas la façon dont il espérait la sortie de l'accord de Nouméa. La date du 12 décembre avait pourtant été acceptée par une partie des indépendantistes à Paris à la fin du mois de mai. Une prochaine consultation qui arrive alors que la Nouvelle-Calédonie s'invite dans la campagne présidentielle, une sortie de crise pourtant vitale alors que le Pacifique devient un enjeu de bataille géopolitique. Dans ce même article de Libération, Isabelle Merle, une historienne spécialiste de l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie, s'est exprimée. Selon elle, maintenir à tout prix la dernière consultation ressemble à un passage en force.
Dans un article du Monde, cette fois-ci, on rappelle le traumatisme de la crise Covid pour les populations qui vivent encore dans le souvenir des maladies importées par les colons. Dans une tribune de ce même journal, un collectif de spécialistes de l'histoire et de la société calédonienne demande le report de la date du 12 décembre afin de laisser aux Kanaks le temps de reporter le deuil traditionnel. Le magazine d'actualité l'Obs utilise lui des mots plus forts, le maintien du référendum en Nouvelle-Calédonie, une déclaration de guerre pour les indépendantistes. En rappelant les propos de Charles Washington dans un communiqué, l'entêtement de l'État pourrait engendrer une situation de tension dangereuse pour la paix civile. Dans la presse internationale, la Nouvelle-Calédonie ne passe pas non plus inaperçue. Plusieurs articles, comme dans le journal The Guardian, insistent sur la priorité des Kanaks à faire le deuil, pas la campagne. Le journal reprend les propos de Charles Weah, membre du FLNKS, qui rappelle que les exigences de deuil empêcheraient les Kanaks de faire campagne sur tout le territoire, car ils se concentreraient sur la visite des familles endeuillées. Dans Radio Nouvelle-Zélande, par contre, on reprend plutôt l'avis du Parti de l'éveil océanien, représentant les Wallisiens et Futuniens, qui rappelle que le plébiscite du 12 décembre ne peut pas être contesté en justice. L'article indique également que son parti est maintenant contre l'indépendance, car la Nouvelle-Calédonie n'a pas la capacité d'assumer la pleine souveraineté. Le même média rapporte l'avis du Vanuatu en soutien au peuple kanak de reporter le vote. Le RUAM, c'est la branche de la CAFAT qui rembourse par exemple les consultations chez le médecin et les médicaments. Elle finance aussi les indemnités d'arrêt maladie ou maternité, les hospitalisations ou encore les évasanes. Pour financer cela, elle perçoit des recettes qui proviennent à 72% de nos cotisations sociales, ainsi que des compensations versées par la Nouvelle-Calédonie ou de subventions pour équilibrer ses comptes. Mais les dépenses sont plus importantes que les recettes, et le problème ne date pas d'hier. Il est né au moment même de la création du RUAM, dans les années 60. En effet, dès le début, les recettes prévues ne couvrent pas les dépenses. Au fil des ans, ce déséquilibre s'est accentué. Par exemple, lorsqu'une nouvelle maison de retraite ouvre, cela représente de nouvelles dépenses pour le RUAM. Pour autant, cette ouverture n'est pas conditionnée à l'entrée de nouvelles recettes dans les caisses de la branche santé. Aujourd'hui, le RUAM dépense chaque année 81 milliards de francs. Mais il ne perçoit que 67 milliards de francs de recettes. Il manque donc 14 milliards de francs par an. Ce déficit annuel est parfois comblé par des subventions des institutions. Mais lorsqu'il ne l'est pas, le RUAM arrête de payer ses prestataires. Dans ce cas, il ne rembourse plus par exemple les prestations effectuées par le Medipôle. Et celui-ci cumule des dettes à son tour ou se retrouve dans l'impossibilité de payer son personnel. Au fil des ans, le régime santé a accumulé une dette de plus de 30 milliards de francs. Une dette qui va être aggravée par la crise sanitaire. Par exemple, le coût des indemnités d'isolement est pris en charge par le RUAM à hauteur de 75%. Au final, le coût de la crise sanitaire est estimé pour l'instant à 800 millions pour le RUAM. Là, je suis un peu stressée. Et voilà, on va essayer de faire des mots, tant peu. À 16 ans, Jalomar Taïn est l'une des meilleures élèves du lycée William Ahaouja. Elle s'apprête dans quelques minutes à passer son grand oral dans des conditions un peu particulières. Cette lycéenne fait aussi partie des élèves qui trouvent le baccalauréat plus accessible cette année. Ça s'est bien passé. J'étais un peu stressée au début, mais ça va. C'est un peu plus facile pour nous maintenant, comme c'est un contrôle continu. Du coup, c'est un peu comme si le bac il était donné. Mais pour comme les profs, ils disent que c'est un peu donné le bac. Du coup, ils nous donnent plus de contrôle pour essayer de ne pas avoir d'écart avec ceux qui ont passé l'ancien bac. Malgré les difficultés dues aux 2 périodes de confinement, à en croire les professeurs, les élèves ont tout de suite compris les avantages des contrôles continus. Même pour les plus petits niveaux, leur assiduité et puis leur travail continu montrent que malgré tout, ils ont réussi à progresser et à obtenir des résultats corrects. Après, il y a des difficultés pour certains élèves, mais n'empêche que grâce au contrôle continu, ils ont pu à chaque fois tenter de s'améliorer et d'essayer de faire au mieux à chaque évaluation. La première chose, c'est quand même l'exigence de cette scolarité, l'exigence liée donc au diplôme. Mais en même temps, compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu aussi des difficultés que rencontrent les élèves comme pour les familles, il y a en même temps une certaine bienveillance. Nous sommes bienveillants avec ces élèves et je pense que le jury prendra également en compte la particularité donc, de cette année scolaire.
Compte tenu de la pandémie, cette année, les résultats ne seront plus affichés au lycée. Les élèves connaîtront leurs résultats par Internet le 16 décembre prochain. On a la chance d'avoir l'huile de coco bio. Made in Touo. On a la cire d'abeille qui vient de Point-Bout aussi, qui est bio. Voilà, comme on a dit, la fécule, le cacao. On va pouvoir faire des savons pour réduire son impact environnemental. Parce qu'on n'achètera plus de savon, on fera soi-même. Donc là, dans ma recette, j'ai à peu près 70% d'huile d'olive, 30% d'huile de coco. C'est la recette de base des savonniers. Donc quel moule on peut utiliser? Au lieu de jeter, j'ai récupéré les boîtes de chips. On peut aussi utiliser les berlingots de lait. Voilà. Il y a juste à découper et ça fait une manière de recycler un déchet qui pourrait partir directement à la poubelle. « 20 grammes de marc de café. » Ok, là le marc de café. Et utiliser le petit bec verseur pour bien racler l'huile. Attends, t'as rappuyé? Oui, parce qu'on ne sait pas c'est combien. Ouais. Avec le curcuma, ça fera un joli savon bien jaune. Je trouve que c'est important pour nous les mamans parce que déjà on a des foyers, on a des enfants aussi. Puis c'est presque tous les jours qu'il faut se laver les mains avec du savon. Déjà il y a la maladie aussi. Pour ça, ça évite de toujours faire les dépenses, aller au magasin pour acheter du savon. Faire soi-même les produits comme on a fait aujourd'hui, pour moins consommer les produits du commerce, ça nous permet de faire quelque chose de concret autour des thèmes de l'environnement, de la préservation de notre environnement. On sait que chacun individuellement, on peut faire notre part pour réduire nos déchets. Les petits savons sont prêts, il n'y a plus qu'à attendre 24-48 heures qu'ils soient bien durs. Et après, on les démoule, on les découpe pour cela. Et après, on laisse sécher 1 mois. Et après, ils sont prêts. Aujourd'hui, c'est journée shopping pour Alicia, Oriane et Isabelle. À l'occasion du Black Friday, les 3 jeunes femmes font le tour des magasins du centre-ville de Nouméa. En fait, on a profité qu'on ne travaille pas ce vendredi après-midi pour pouvoir faire les tours des boutiques et voilà, profiter du Black Friday. Non, je ne suis pas quelqu'un qui fait spécialement du shopping, donc le Black Friday, c'est vraiment l'occasion de faire du shopping et de se faire plaisir. Moi particulièrement non, parce que du coup, il y a certains magasins qui offraient les boutiques en ligne. Et donc, on pouvait quand même acheter du linge et tout. Mais c'est vrai que ça fait du bien de revenir en magasin et pouvoir rencontrer d'autres personnes et aussi essayer directement en cabine et tout. Le Black Friday intervient après des semaines bien difficiles pour les commerçants, avec notamment le confinement strict. Du coup, c'était compliqué, réellement. C'était un peu notre peur, en fait, que du coup, les chiffres d'affaires baissent à cause de ce confinement. Mais du coup, grâce au système de gouvernement Click and Collect, on a su trouver des stratégies pour faire à ce que la clientèle vienne. On a su remonter la pente. Remonter la pente dans un contexte sanitaire particulier. Si le pays a traversé 2 précédentes crises liées à la Covid-19, la reprise à l'issue de la 3e est différente des autres pour la gérante de cette boutique. Mais avec le premier confinement, quand ça a réouvert, vraiment les clients ils étaient au rendez-vous, ils étaient de bonne humeur, contents de revenir. Mais là, pour ce confinement-là, c'était pas la même chose. Vu qu'il y a le pass, vu qu'il y a des clients qui pensent qu'on a besoin du pass pour venir au magasin, alors que pas du tout. Donc du coup, il y en a moins de clientèle qui est revenue par rapport au premier confinement. Donc c'est assez difficile. Après, la conjoncture actuelle au niveau de la politique, c'est aussi délicat. Les gens ne sont pas dans la bonne ambiance, je trouve. C'est difficile. En plus des crises sanitaires et du climat politique, les commerçants ont également été impactés par la crise liée à l'usine du Sud l'année dernière, avec le blocage du port. Cette année, ils espèrent pouvoir se rattraper avec les fêtes de fin d'année. La bougie, c'est comme une ampoule, donc il y a un côté plus et un côté moins. Okay, donc le côté moins, c'est ce qui est à la masse, c'est ça. Le côté plus, c'est là où le fil vient se connecter dessus. Comment savoir si c'est la bougie ou le carburateur qui est défaillant avant de changer l'un ou l'autre? Des techniques méconnues par ces stagiaires, mais plus maintenant.
René a lancé récemment un projet de verger qui compte 50 mandariniers. Pour lui, cette formation est utile car elle leur permet de garder le matériel plus longtemps. J'essaie de bien prendre en compte les simples gestes. Il y a quelques gestes que je connais faire, par exemple changer les fils, tout ça, je connais déjà, mais question d'essence qui n'arrive pas, là, j'essaie de capter un peu ces autres gestes que pour moi je n'avais pas. Ces stagiaires sont porteurs de plusieurs projets et bien souvent il arrive que le matériel soit mis de côté et remplacé par du neuf. La mise en place de cette formation a permis aux formateurs de se rendre compte des besoins de chacun. Je constate que certains stagiaires, à leur dire, en fait, ont eu pas mal accès à ce petit matériel. Et une fois qu'il y a une panne ou qu'il y a un petit souci, vu qu'ils n'ont pas les connaissances, les capacités de la réparer ou de l'entretenir, le matériel est laissé de côté. Et en fin de compte, le coût supplémentaire est là parce qu'il faut qu'ils rachètent du matériel pour pouvoir travailler et continuer. Et finalement, c'est du matériel qui est perdu en fin de compte. Cette formation est mise en place par la Direction de l'enseignement de la formation et de l'insertion des jeunes, la DEFIJ, par rapport aux besoins exprimés par les techniciens des différentes directions du développement économique et de l'environnement de la province Nord, la DDE. Pour ce qui est de la session machinisme, il est impossible d'avoir une estimation du nombre de formations à donner par an. C'est vraiment le travail avec les techniciens de la DDE, les techniciens, notamment les techniciens adjoints, par rapport en fait, à leur public à charge, donc notamment les porteurs de projets, les promoteurs. Donc effectivement, si les porteurs de projets et promoteurs n'émettent pas le besoin en fait, de formation, on est là aussi, nous, comme les techniciens, à dire qu'effectivement, pour pouvoir avoir un projet, la gestion de projet, il y va aussi d'une compétence notamment sur l'entretien de leur matériel. Là, je pourrais changer maintenant les filtres, et les bougies de ma débroussailleuse ou de ma tronçonneuse ou quel que soit l'outil. La semaine dernière, une formation du même type a eu lieu sur la commune de Wailou. La prochaine aura lieu à Pointe-Boute. Ça, c'est la case, c'est là où les victimes, quand ils arrivent, la première nuit, c'est dans la case. Dans la case, il y a le bloc sanitaire qui est là-bas. En 2016, c'est un projet original qui s'est mis en place, avec la transformation de l'ECA de Quédaigne en structure d'hébergement pour femmes victimes de violences. Ce dispositif, impulsé par les associations de femmes et la province des Îles, a déjà accueilli une vingtaine de victimes et leurs enfants, pour une durée de 5 jours en moyenne. Nous sommes là, nous faisons un peu la tâche du gardiennage. On les protège, on les accompagne matériellement, moralement. Une telle structure au cœur de la tribu permet d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux dans le dispositif. C'est bien aussi qu'on n'entend pas seulement et qu'on voit les messages passer à la télé, mais que les gens aussi voient de visu des femmes qui sont là et qui vivent avec nous et qui ont été battues chez eux. La province porte à cœur ce projet-là avec nos chefs. Et nous, on s'en félicite, mais on encourage aussi nos tribus voisines à aussi s'engager dans ce projet-là parce que c'est important. Quand on voit les statistiques, le nombre de femmes battues, c'est quand même incroyable. Pourtant, dans la culture, les femmes kanaks sont valorisées. Les femmes kanaks ont une place quand même importante dans la culture. Et voilà, de plus en plus, on dit qu'on évolue, mais j'ai envie de dire dans quel sens on évolue quand on... Voilà, c'est triste. À Lifou, 2 nouveaux ECA devraient à leur tour devenir structures d'accueil pour permettre à chaque district de bénéficier d'un lieu ressource. À Marais, les presbytères de Wakonais et de Médou servent de centre d'hébergement d'urgence. Et à Ouvéa, l'ECA de Gay a récemment accueilli pour la première fois une femme et ses enfants.